Alors, je vais vous expliquer, je vais vous présenter, vous me direz quand vous en pourrez plus, hein, beaucoup de chiffres. Beaucoup de chiffres parce que la politique arabe de la France, avec des guillemets à politique arabe, des guillemets à arabe, des guillemets à politique arabe de la France, c'est un sujet en général absolument passionnel. Passionnel, fondé sur l'histoire, fondé avec évidemment le souvenir de la colonisation. On est à Alger, dans un endroit qui est évidemment symbolique. Mais c'est aussi un sujet qu'on ne connaît plus, parce que précisément, il y a trop de symboles, trop de passion et trop de représentations de ce que ça pourrait être. Et en fait, on a oublié ce que c'était. Comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, j'ai fait l'an dernier un rapport, par ailleurs, sur l'islam en France, de France, français. Et ce rapport s'achevait sur un sujet clé, qui est la question géopolitique. Et vous verrez, j'ai même fait une petite illustration, je posais une question un peu provocatrice, qui est comment on fait pour dénoncer le salafisme, vecteur de terrorisme, même s'il y a des débats, le matin, et puis décorer le ministre de l'Intérieur saoudien l'après-midi. Cette question-là, c'est au-delà de cette question-là, une question des paradoxes, une question des intérêts, une question des contradictions aussi, mais les contradictions, elles sont aussi souvent le fruit d'un jeu d'intérêts, d'éléments qu'il faut concilier. Et une des complexités de la politique arabe de la France, c'est qu'elle est tellement riche qu'il y a justement plein d'intérêts contradictoires. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec mon équipe... Ah, pourquoi ça ? C'était de travailler sur des faits. Et travailler sur des faits, ça a consisté à reconstituer patiemment, laborieusement, tout l'ensemble des flux qui insèrent la France dans le monde arabe et le monde arabe dans la France et qui créent cet écheveau de liens. Ce sont des flux qui sont des flux économiques, évidemment, des flux humains, bien sûr, des flux politiques, des flux sécuritaires, et puis ce qui est à nouveau, des flux culturels, on est à l'Institut français, des flux idéologiques, des flux religieux. Et mon idée était de dire, à partir de ce tableau-là, de cette cartographie de la relation entre la France et le monde arabe, on va pouvoir voir un certain nombre de forces se dessiner, et puis à partir de là, on va pouvoir interroger 3 éléments importants. D'abord, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde arabe ? Parce que la France vit les transformations du monde arabe intimement, parce qu'il y a des populations arabes, parce qu'il y a cette proximité, parce qu'il y a le terrorisme. Et je crois qu'expliquer, notamment aux Français, ce qui est en train de se passer dans le monde arabe, c'est absolument essentiel. On a essayé aussi de déterminer quelles étaient les stratégies des grandes puissances, puisque, en gros, un certain nombre de grandes puissances arabes et non arabes qui sont actives. Et puis on a proposé une politique, enfin en tout cas des pistes politiques, pour essayer d'améliorer la situation. Alors attendez. Bon, notre champ géographique, il est en fait plus large que le monde arabe, parce qu'on a mis la Turquie et l'Iran. Parce qu'en fait, évidemment, la Turquie et l'Iran ne sont pas des pays arabes. On m'avait d'ailleurs dit qu'il fallait dire le monde arabe, mais aussi le monde berbère, etc. Bon, c'est un ensemble géographique avec des interactions. Il y a une interaction entre la Turquie et le monde arabe, entre l'Iran et le monde arabe, qui fait que pour penser une politique arabe de la France, on a besoin de les avoir dans le champ géographique. Alors ça, c'est la petite photo qui m'avait énervé avec la déclaration du Premier ministre. Tout ça, évidemment, très récent, hein. Cette contradiction. Une autre contradiction, et pardon hein, pour les autorités françaises, je ne fais pas du French bashing, hein. Je vous promets, je serai constructif. C'était le discours sur les droits de l'homme et puis la réalité de l'accueil des réfugiés. Vous voyez les chiffres à droite, hein, ça c'est l'Allemagne. Et puis c'est la France. Donc on a dit qu'on voulait le départ de Bachar el-Assad, que c'était le pire bourreau dans le monde depuis Hitler. On a accueilli 0 réfugiés syriens. Un autre exemple, c'est notre, je dis notre, hein, je parle de la France, notre silence au Yémen, parce que ce sont les Saoudiens et qu'on considère que les Saoudiens sont nos alliés. Il se passe au Yémen à plus petite échelle ce qui se passe en Syrie. Et puis quand même cette photo qui est assez symbolique, qui est la conférence d'Astana, conférence qui commence à marquer un début de résolution du
du conflit syrien, dans des conditions qui ne sont pas bonnes, etc. Mais bon, il y a un grand absent en général, c'est l'Occident. Les États-Unis, en fait, sont derrière le rideau, mais la France n'est pas derrière le rideau. Et sur la Syrie, dont la France a été une puissance mandataire, ben, pour la première fois, elle est absente. Donc ça, c'est le point de départ. C'est un point de départ qui est un petit peu douloureux, parce qu'il nous place face à nos contradictions. Et puis je vous dis, là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la réalité des interrelations entre la France et le monde arabe, avec deux dynamiques, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est nouveau, c'est que évidemment la France est un partenaire essentiel du monde arabe, avec encore une influence majeure, même si elle est peut-être plus faible qu'avant, et puis surtout elle est faible là où la France n'était pas. Mais ce qui est nouveau, c'est que le champ des influences maintenant est bilatéral. Le monde arabe influence la France, et sur tous les plans, l'immigration, la culture, mais aussi sur certains sujets économiques. Alors, je vais passer assez vite hein, pour ne pas être trop long. On va commencer par la culture. Alors, la culture, c'est d'abord des hommes. Les Français qui sont dans le monde arabe. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, ici, en Algérie, on ne sait pas. On sait qu'il y a beaucoup de Français et d'ailleurs beaucoup de Franco-Algériens. On a travaillé avec des estimations. C'est vrai en Algérie, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Israël. En Israël, il y a 50 000 inscrits au consulat et le consul nous dit qu'il y a probablement 200 000 franco-israéliens. En Algérie, je ne sais pas très bien combien il y a d'inscrits au consulat. On a des estimations variables et franchement un peu au doigt mouillé, mais qui vont jusqu'à 500 000, avec d'ailleurs des gens qui sont potentiellement français et qui n'ont pas forcément tous un passeport français parce qu'ils ne l'auraient pas réclamé, même si ça... La démographie fait que ce nombre de personnes est limité. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des zones dans le monde arabe où il y a de plus en plus de Français. Sans surprise, la Turquie et le Golfe, des zones de forte croissance économique, où la France était traditionnellement pas très présente. Autre sujet d'influence, il y a des Français, mais il y a aussi le français. Le français qui est toujours très important, mais qui a aussi beaucoup régressé. Ça, ce sont les chiffres de l'Organisation de la francophonie. Vous voyez, en gros, un peu plus de la moitié des Tunisiens qui sont des francophones, alors c'est des vrais francophones, hein, c'est-à-dire des gens qui parlent français simplement, librement, presque au quotidien. En Algérie et au Maroc, on n'est plus qu'à un tiers de la population. Ce qui fait quand même 33 millions de francophones et la moitié des gens qui apprennent le français comme langue étrangère dans le monde. Donc, la part de marché du français dans la région baisse, mais la région reste essentielle pour le rayonnement culturel et en l'occurrence linguistique de la France. Ce rayonnement linguistique, il est entretenu par un investissement français qui reste très important. 40% de l'effort d'éducation, d'enseignement français de la France dans le monde va vers la région Afrique du Nord, Proche-Orient. Et l'essentiel va au Maghreb, plus le Liban. Le Liban est un pays qui est extrêmement aidé. À l'inverse, la France a décidé de ne plus enseigner l'arabe à l'école publique, à l'école, au collège, au lycée. 48 professeurs d'arabe en classe préparatoire. 8 000 élèves qui apprennent l'arabe au collège et au lycée en France. 50 000 qui l'apprennent à l'école primaire par le dispositif des ELCO. Et pense-t-on entre 80 et 100 000, c'est-à-dire 10 à 15 fois plus, qui apprennent l'arabe dans les mosquées. L'enseignement de l'arabe est devenu un élément du modèle économique des mosquées françaises. L'enseignement de l'arabe est un produit attractif qui permet d'attirer des enfants dans les mosquées. Et l'Éducation nationale a décidé de ne plus enseigner l'arabe en France pour deux, à mon avis, très mauvaises raisons. La première, c'est au nom de l'assimilation. Si on leur apprend l'arabe, c'est comme les Bretons, on n'a pas appris le breton aux Bretons, il ne faut pas apprendre l'arabe aux Arabes, franco-arabes, franco-maghrébins, parce que ça va bloquer leur intégration. Et le deuxième argument, c'est que quand on ouvre des classes d'arabe, ça fait venir des élèves d'origine maghrébine. Et on considère que on ne le dit pas, mais c'est la réalité, qu'ils vont apporter des problèmes.
Donc on a fermé les classes d'arabe, le nombre d'élèves qui apprennent l'arabe a été divisé par 2,5 en 20 ans. Et pendant ce temps-là, le nombre de familles qui veulent que leurs enfants apprennent l'arabe a considérablement augmenté. Dans l'enquête qu'on avait faite sur les musulmans, il y avait 80% des familles qui voulaient que leurs enfants apprennent l'arabe. Les 2 tiers voulaient que ce soit l'école publique, mais comme il n'y a pas d'offre, ils les envoient à la mosquée. C'est un sujet très important. Quand on regarde maintenant les étudiants, 30%, un tiers des étudiants étrangers en France viennent du monde arabe, et 80% d'entre eux, 80% de ces étudiants arabes viennent du Maghreb, avec un nombre très important d'Algériens. Les Algériens viennent encore très majoritairement en France, pour les 2 tiers. Les Tunisiens, c'est plus que la moitié d'entre eux, et les Marocains, c'est 40%. Voilà, c'est ça le chiffre. Non, pardon, les Marocains, c'est 60%, les Tunisiens, 50%, et les Libanais, alors que la France a investi considérablement dans l'enseignement secondaire, c'est plus que 25%. Et vous voyez, l'Algérie, 80%. 80% des étudiants algériens à l'étranger sont en France. Avec une caractéristique d'ailleurs par rapport aux Tunisiens et aux Marocains, c'est qu'ils sont peu dans les classes préparatoires et les grandes écoles, et beaucoup plus à l'université. Quand on regarde maintenant la question économique, alors ça c'était notre très grande surprise. D'abord, vous voyez la zone, le monde arabe, enfin NMO, c'est 68 milliards d'échanges entre la Chine et les États-Unis. Le monde arabe, c'est plus d'échanges avec la France que la Chine, pratiquement autant que les États-Unis. Et, chose très importante, c'est une balance commerciale excédentaire, alors que la balance commerciale française aujourd'hui est négative de à peu près 50 milliards d'euros. Donc c'est une des très rares régions du monde avec laquelle la France commerce de façon excédentaire. Et ce qu'on voit, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'il y a une distribution de produits très fine. Il y a un peu tous les produits que la France fabrique qui sont exportés dans le monde arabe. Quand on regarde dans l'autre sens, sans surprise, ce que la France importe du monde arabe, c'est d'abord de l'énergie. On va faire un zoom tout à l'heure, mais aussi des produits qui sont en fait fabriqués par des entreprises françaises dans le monde arabe et en Turquie, notamment des produits automobiles, du petit matériel électrique, etc. Ça, c'est de l'offshoring, c'est de la production pour réexportation. On voit aussi que, par exemple, dans le domaine aéronautique, Airbus, 15% des ventes d'Airbus se font dans le monde arabe et d'ailleurs beaucoup dans le Golfe, avec une croissance extrêmement importante. Pour Airbus, c'est un sujet absolument central. On a regardé les céréales. Les céréales, c'est un sujet dont on parle assez peu, mais le monde arabe est très dépendant de l'importation de céréales. L'Algérie, d'ailleurs, est un pays qui importe énormément. L'Égypte, l'Arabie saoudite. Et on voit, ça c'est une surprise, que c'est l'Inde qui est le premier producteur de céréales, en fait, qui exporte du riz, après la Russie et l'Ukraine, mais aussi la France, c'est 22% des exportations françaises. Dans le domaine des services, la relation est un petit peu moins forte, mais elle est quand même assez importante. 1/8 des services hors Union européenne, et pas 1/5. Et quand on creuse maintenant le sujet économique, qu'on regarde la circulation, on se rend compte que la façon dont la France soutient le monde arabe, ce n'est pas avec de l'argent public ou avec de l'argent qu'on va prêter ou donner. C'est d'abord le travail des émigrés qui renvoient dans leur pays d'origine, encore et toujours, quand bien même l'immigration maintenant a une 50aine d'années, des sommes absolument considérables. 30 milliards de dollars en 5 ans, ça représente 7% du PIB du Maroc, 5% du PIB de la Tunisie, je crois que c'est 4% oui c'est ça, ou 3% du PIB de l'Algérie. L'Algérie produisant des matières premières, ça compte un petit peu moins. Et la France, et cette circulation est absolument essentielle parce qu'elle contribue, elle représente pour les pays d'origine un poids économique très important, 5% du PIB, 6% du PIB annuel, c'est une somme considérable. Quand maintenant on change d'échelle et on regarde les régions, ça c'était une deuxième très grande surprise, à l'intérieur du monde arabe, le premier partenaire de la France, c'est le Maghreb. 27 milliards d'euros, la Tunisie c'est autant que le Qatar et les Émirats réunis, environ 8 milliards, et le Golfe c'est seulement 20 milliards, y compris en prenant en compte
les exportations d'énergie, pétrole, et aussi les exportations d'armement. Et le premier pays partenaire de la France dans la région, c'est la Turquie. L'Algérie, ça représente 10 milliards, à peu près comme l'Arabie saoudite. Donc les échanges avec le Maghreb sont extrêmement importants, extrêmement diversifiés, extrêmement diversifiés avec le Maroc et la Tunisie. Les exportations françaises vers l'Algérie sont très diversifiées. Les importations françaises de l'Algérie, par contre, le sont beaucoup moins, puisqu'elles sont essentiellement énergétiques. On passe. Bon, la Turquie, je vous dis, très grand partenaire. Quand on regarde l'influence politique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'héritage de la présence française permet à la France d'avoir aujourd'hui toujours un réseau, notamment un réseau diplomatique, extrêmement dense dans toute la région, et notamment au Maghreb. Le Maroc très largement en tête, mais aussi l'Algérie. Israël, il y a il y a plusieurs consulats, mais pour des raisons qui sont des raisons politiques. La Tunisie aussi. Et puis, quand on regarde l'influence politique, là en l'occurrence c'est plutôt des sujets militaires, un tiers des opérations extérieures françaises sont dans le monde arabe. C'est un petit peu de Libye, des forces spéciales, et puis beaucoup de Syrie, même si ça a baissé, avec une base militaire aux Émirats, et beaucoup de formations aussi, qui vont souvent avec les ventes d'armes d'ailleurs. Le reste des opérations extérieures, elles sont en Afrique, en Afrique subsaharienne. Alors ce qu'on voit, ce qui est frappant aussi, c'est que l'influence économique, elle est en train de décroître de façon vraiment importante et spectaculaire. Ce qui fait que, en gros, là où la France n'était pas historiquement, elle a pris des parts de marché qui sont faibles. Vous voyez, c'est le graphique en bas. Ici, 2007-2015, le commerce a augmenté, mais beaucoup moins pour la France que pour l'Allemagne, par exemple. Beaucoup moins que pour les États-Unis en volume, sachant que pour les États-Unis, les clients, c'est surtout les gens du Golfe, c'est un peu de pétrole et c'est énormément d'armement. Et puis la grande nouveauté, c'est la présence asiatique, les Japonais et surtout les Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils achètent du pétrole. Et ils sont devenus d'ailleurs les premiers clients de tous les pays du Golfe. L'Asie, c'est les 3/4 des exportations des pays du Golfe. Donc l'Europe ne compte plus, les États-Unis ne comptent plus, les pays du Golfe ne pensent qu'à la Chine, au Japon, à l'Inde et à la Corée. Ce qui veut dire aussi qu'on le verra tout à l'heure, la Chine ne peut pas être indifférente à ce qui se passe dans le Golfe. Par exemple, ne peut pas se permettre un conflit sérieux entre les Iraniens et les Saoudiens. Quand on regarde la France et le Maghreb, ce qu'on voit, c'est un peu la même chose que ce qui se passe en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire une montée très spectaculaire de la Chine, mais contrairement à l'Afrique subsaharienne, la Chine n'a pas encore dépassé la France. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la part de marché de la France, là on ne parle que du Maghreb, a été en gros divisée par deux, 36% à 18%. Avec une montée en puissance de l'Espagne, ça c'est surtout le Maroc, l'Italie c'est plutôt la Tunisie, puis il y a un petit peu de gaz algérien, et la part de marché de l'Allemagne n'augmente pas, ce qui est très spécifique, parce qu'en général la part de marché de l'Allemagne depuis 10 ans a explosé à peu près partout dans le monde. Je passe le détail. Autre sujet, donc là c'est de l'exportation de services, le tourisme. Ce qu'on voit, et ça c'est le produit des révolutions arabes, c'est l'effondrement de la présence française, de touristes français dans la région, partout. Tunisie, ils ne sont pas revenus. Tous les touristes sont revenus en Tunisie, sachant que les Algériens ne sont jamais partis, sauf les Français. L'Égypte, la Turquie, donc il y a une baisse qui est extrêmement forte. Dans un autre domaine qui est l'utilisation de la langue et le soft power, on voit qu'il y a un recul partout de la presse francophone. Alors, il y a une baisse de tirage en général de la presse, comme partout dans le monde, à cause du numérique, mais il y a aussi une baisse de part de marché de la presse francophone au profit de l'arabe. Et ce qu'on a essayé de regarder aussi, c'est est-ce qu'il y avait de la consommation de, par exemple, sites internet d'information français à partir du Maghreb, puisqu'en fait, on peut le savoir à peu près avec les adresses IP. Et là, on voit qu'il y a des flux très importants. Donc, la presse francophone maghrébine baisse. Par contre, la consommation d'informations
en français, elle augmente. Parce que Le Monde, Le Figaro, etc. sont des sites d'information absolument majeurs. Bon, quand on regarde l'aide au développement, elle est faible parce que la France est faible et la France n'est pas riche. C'est le cas aussi je passe vite, hein, de l'aide humanitaire. Ça, c'était pour moi une surprise. L'aide humanitaire française, c'est 300 millions en 5 ans d'euros. L'aide humanitaire allemande sur toute la région, hein, donc c'est beaucoup de Syrie notamment, c'est 3 milliards. Et l'aide humanitaire américaine, et c'est vraiment de l'aide humanitaire, c'est 10 milliards. Donc la France, c'est 10% de l'Allemagne et c'est 3% des États-Unis. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que les réfugiés, quand ils ont le choix, ils ne viennent pas en France. Quand l'Allemagne a ouvert ses frontières, la Suède aussi, et qu'on a été les chercher en Allemagne, ils ne voulaient pas venir. Ça, c'est un peu vexant quand même. Alors évidemment, quand tout le monde ferme, ils sont prêts à venir en France, mais enfin quand ils ont le choix, ils ne vont pas en France pour plusieurs raisons. Mauvaise image économique, sachant qu'ils ont un niveau d'information qui est extraordinaire. Mauvaise image de l'islam en France, il y en avait beaucoup qui étaient musulmans. Et puis, mauvaise image, disons, de l'accueil, quoi. Le racisme, etc. Bon, l'image de la France, c'est compliqué parce qu'on manque de données, on l'a donné. Bon, voilà. Donc, vous voyez, la dynamique, c'est présence qui est toujours très forte. Le Maghreb qui est considérablement plus important en termes d'échanges culturels, humains, mais aussi économiques. Et puis, quand même, une dynamique qui n'est pas bonne de part de marché économique, politique, culturel, etc. Et puis, la vraie nouveauté, c'est ça. La vraie nouveauté, c'est que la France qui rayonnait dans le monde arabe, maintenant, le monde arabe rayonne en France. Alors, il rayonne d'abord par les Français d'origine arabe. On a 6 millions de franco-arabes. 6 millions de franco-arabes, c'est qui? Ce sont les étrangers, 1,5 million, qui viennent du monde arabe, des Français qui viennent du monde arabe par acquisition, des immigrés. Alors tout ça, ça fait les immigrés. Il y a 900 000 Français qui vivent en France, qui sont nés Français dans le monde arabe, et ça, c'est essentiellement les rapatriés, notamment d'Algérie. Donc ça fait 3 millions de personnes. Il y a entre 2,5 millions et 3 millions de personnes qui sont nées en France avec au moins un parent immigré qui vient de la région. Ça, c'est mon cas. Et donc, on arrive à un total de 6 millions de personnes. Si on ajoute les gens qui ont vécu dans le monde arabe, et notamment, évidemment, en Algérie, soit pour faire la guerre d'Algérie, puisque le nombre d'appelés était important, soit avant ou après la guerre pour la coopération technique, on arrive plutôt à 8 millions de personnes. Donc il y a plus de franco-arabes que de franco-européens. Franco-européens, c'est les mêmes immigrés qui viennent d'Europe. L'Europe, c'est quoi? C'est essentiellement pour l'immigration l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Ça fait donc, il y a 66 millions d'habitants en France, donc c'est 10% de la population française qui vient directement du monde arabe, et même plutôt 13 ou 14% qui en vient ou qui a vécu longuement. Alors c'est évidemment le fruit de l'immigration. Regardez les courbes parce qu'elles sont intéressantes quand même, parce qu'on voit les pays. On voit que le premier pays d'immigration vers la France, historiquement, c'était l'Algérie. Et puis l'Algérie a été rattrapée par le Maroc, mais qui est une immigration qui est plus récente, qui date plutôt des années 60-70. La Tunisie s'est stabilisée assez vite, et puis il y a une nouvelle immigration qui est turque. Je passe les enfants d'immigrés. Aujourd'hui, quand on regarde les migrants, aujourd'hui, donc l'année 2015 ou l'année 2016, migrants légaux évidemment, on a encore 40% des migrants en France qui viennent du monde arabe. Donc c'est une dynamique qui est importante. Un exemple parmi d'autres, on a 10% des médecins de France qui viennent du monde arabe, qui sont nés dans le monde arabe, 10% des médecins. Et à l'hôpital, ce n'est pas 10%, c'est probablement 30%. Donc l'hôpital français ne tourne pas s'il n'y a pas des médecins arabes. Ça, c'est les visas, donc ça, c'est y compris le court séjour, toujours 40%. Les réfugiés, c'est moindre, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et puis, il y a eu le problème sur les Syriens, en fait. Le blocage sur les Syriens, contrairement au discours politique, fait qu'on n'a que 25% des réfugiés, statut de réfugiés, qui viennent du monde arabe.
Et quand je dis venir du monde arabe, bah, c'est essentiellement, évidemment, du Maghreb. Hein. Là, tous ces flux humains récents, ça reste essentiellement du Maghreb. Je passe les détails. La question turque. Alors, la question turque, elle est intéressante parce que, en fait, elle ressemble de plus en plus, d'une certaine manière, à la question marocaine ou la question algérienne. L'histoire en moins. Beaucoup d'immigrés, beaucoup de problèmes politiques, et notamment des Kurdes de Turquie qui viennent en France, des Syriens qui sont passés par la Turquie, qui auraient pu venir en France, mais la Turquie qui bloque l'arrivée de Syriens en Europe contre monnaie sonnante et trébuchante, et en même temps, dans l'autre sens, des touristes français qui allaient en Turquie jusqu'aux attentats, et une augmentation très importante du commerce avec la Turquie et du coup des expatriés avec la Turquie. Donc il y a une relation avec la Turquie qui est devenue très dense. Et des problèmes politiques, l'évolution du régime turc, le génocide arménien, le problème kurde qui régulièrement est importé en France parce qu'il y a des assassinats d'opposants. On a vraiment une relation avec la Turquie qui maintenant est devenue quasiment aussi complexe que la relation avec l'Algérie. Et puis, on a cette grande nouveauté qui est la religion. Les immigrés qui venaient du monde arabe en France dans les années 50, 60, 70 ne pratiquaient pas. Les Algériens, notamment, avaient été très désislamisés. Les Marocains pratiquaient un islam très traditionnel, populaire, un peu magique. Ils ne pratiquaient pas. À la fin des années 80, on a commencé à se rendre compte que parmi les jeunes, il y avait un retour de la pratique. Et depuis, il y a une augmentation de la pratique qui est absolument considérable, avec aujourd'hui environ 3 millions. Ça, c'est l'enquête que j'ai faite l'an dernier avec l'IFOP et l'Institut. 3 millions de musulmans pratiquants en France. Ce n'est pas un chiffre anodin parce qu'il faut le comparer avec le nombre de pratiquants catholiques en France. Il y a 66 millions d'habitants en France et il y a la moitié d'entre eux qui se déclarent catholiques, donc 33 millions. Mais il n'y a que 5% qui pratiquent. On mesure la pratique par l'assistance à la messe dominicale. Ça vaut ce que ça vaut. 5% de 33 millions, ça fait 1,6 million. Et les musulmans, je vous dis, il y en a 3 millions de pratiquants. En gros, les 2 tiers, 3 quarts des musulmans de plus de 15 ans. On parle des plus de 15 ans. Il y a plus, l'islam est devenu, et de loin, la première religion pratiquée de France. Par ailleurs, les musulmans vivent dans, en gros, 25 départements. L'Île-de-France, la région lyonnaise, le Grand Sud, enfin de Marseille, enfin de Montpellier enfin même de Perpignan à Nice, la région, le Nord. Il y a pas mal de musulmans dans l'Est, notamment des Turcs marocains, et puis un peu Bordeaux, Toulouse, la vallée de la Seine. 25 départements. 25 départements, quand on parle de 6% de la population, c'est la population totale. Donc là, on parle d'un quart du territoire. Donc c'est 6% de la population sur en fait un quart du territoire. Quand on interroge les Français sur le nombre de musulmans en France, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent que c'est un tiers de la population française, enfin 30%. C'est complètement faux. Mais dans les 25 départements, c'est pas très loin d'être 30%. Et quand maintenant vous segmentez par âge, c'est pas 6% des moins de 25 ans, c'est 10%. Et quand vous prenez les moins de 18 ans, c'est probablement 12%. 12% de la population sur un quart du territoire, ça veut dire, comme en Seine-Saint-Denis, que les jeunes de moins de 25 ans de Seine-Saint-Denis sont majoritairement musulmans. Et ça, c'est important, parce que c'est important sur la représentation qu'on se fait du phénomène, sachant qu'il y a un certain nombre de problèmes en Seine-Saint-Denis, et que les musulmans, c'est pas parce qu'ils sont musulmans, mais sont en général liés, des problèmes de délinquance, etc. Et puis c'est important pour d'une certaine manière pour la hiérarchie des normes. Quand vous avez un quartier où les jeunes sont majoritairement musulmans, ben, les comportements deviennent majoritairement musulmans, y compris les comportements des non-musulmans. Là, on voit des dynamiques de conversion qui sont importantes, mais qui sont d'ailleurs... Enfin, ce qu'on ne voit pas, et ce qu'on a vu dans notre enquête, c'est qu'il y a aussi des dynamiques de personnes qui quittent la religion musulmane. Et dans l'enquête qu'on a faite, à notre grande surprise, il y avait 2 fois plus de gens qui sortaient de l'islam en France que de nouveaux entrants, que de convertis. Bon, donc les dynamiques sont complexes. Mais je vous dis, population beaucoup plus jeune, très concentrée, par ailleurs très pratiquante, et du coup, visibilité de l'islam en France maximale.
et évidemment renforcée par le terrorisme et par les attentats. Alors il y a un lien avec le sujet d'après qui est l'armement. Et ce lien, il exprime, enfin je reviens à la photo du début où on décore le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il n'y a aucune dépendance française au Golfe, sauf sur un secteur, celui-là, l'armement. Et c'est une dépendance qui est complexe, qui est saoudienne, mais pas sur des matériels très sensibles. Et en fait, on pèse rien pour les Saoudiens. Mais sur le total, ça compte beaucoup. C'est 50% des exportations françaises d'armement dans le monde. Hein, 50%. Et l'essentiel, c'est l'Arabie Saoudite. Et puis les Émirats et le Qatar, c'est la base émirati, les Rafales qu'on a vendues au Qatar. Donc là, pour le coup, ce sont des sujets extrêmement sensibles, qui font qu'on a aussi une influence sur eux. Mais l'armement, c'est vraiment le seul secteur où on a besoin du Golfe. Quand on regarde l'énergie, je vous le disais, en fait, la France ne dépend plus du Golfe pour son énergie. C'est plus que 25% de ses approvisionnements pétroliers. C'était 80% en 73. Hein. L'Algérie, c'est 10% d'ailleurs. Et l'Afrique, c'est en train de devenir plus important que le Golfe. L'Angola et le Nigeria, c'est plus que l'Arabie Saoudite. Hein. À l'inverse, d'ailleurs, la France ne représente rien pour les pays du Golfe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, Chine, Japon, Corée, Inde, puis un petit peu États-Unis. Pour le gaz, c'est pareil. Le Qatar, c'est 4%. L'Algérie, c'est 11% de nos approvisionnements. Mais enfin, le gaz consommé en France, il vient d'Europe. Norvège, Pays-Bas et puis Russie. Les investissements du Golfe en France, c'est très compliqué à mesurer parce qu'en fait, on ne sait pas qui sont les détenteurs ultimes du capital. Mais ils sont a priori pas très importants, malgré le PSG. Et les pays du Golfe détiennent très peu de dettes françaises. Par contre, il y a un secteur où le monde arabe fait très fort en France, c'est le terrorisme. Comme on est poli et puis qu'on est assez bienveillant, on est remonté à 1987 pour ne pas avoir 100% des victimes du terrorisme qui sont liées au monde arabe. Mais si on prend depuis 2000, on a 100% des victimes du terrorisme en France qui sont liées au monde arabe, soit qui en viennent, soit qui sont originaires du monde arabe. Et puis la France n'est pas mauvaise pour l'exportation de djihadistes. On est à 1000, c'est beaucoup moins que la Tunisie. Hein. Ils ont été au maximum à 7000. Mais bon. Alors ensuite, je vais passer très vite. Israël, il y a un problème français avec Israël, qui est un problème économique et humain. La France ne fait pas de commerce avec Israël, alors qu'il y a 200 000 franco-israéliens. 3 milliards de dollars, les Américains font 40. Il n'y a pas de raison. Ce que disent les gens qui connaissent bien, c'est que les franco-israéliens coupent les liens avec la France, par dépit, par rancœur, etc. Avec l'Égypte, on a très peu d'échanges économiques par rapport à la taille du pays, hein, 3-4 milliards de dollars, notamment des céréales, et puis maintenant de l'armement, les Mistral et puis les Rafales, mais ça reste très peu. Présence éducative assez importante, et puis une présence politique, elle, très importante. Et puis, le grand sujet, c'est l'Iran. L'Iran qui est le grand marché de la région, le nouveau marché de la région avec lequel la France a décidé d'être, disons, assez éloignée, même si ça va mieux depuis quelques temps. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est que le monde arabe aujourd'hui, pour la France, c'est aussi important que l'Europe. C'est d'une certaine manière plus important sur le plan identitaire, c'est le poids des Franco-Arabes, hein, et des échanges culturels, etc. C'est évidemment essentiel pour la sécurité de la France, le terrorisme. C'est essentiel pour son influence, la langue, les 30 millions de Français francophones, notamment au Maghreb. Et puis c'est important donc, comme je vous le disais, même pour son économie, ses échanges commerciaux et son pétrole. Alors ensuite, et ça c'est moins pour vous et beaucoup pour le public français, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que ce qui se passe dans le monde arabe, c'est pas la grande régression que tout le monde imagine, la régression du statut de la femme, la régression du débat culturel, etc. C'est exactement l'inverse. C'est une très grande transformation, très rapide modernisation, très compliquée à gérer, qui remet en cause l'organisation, l'équilibre des sociétés. Avec cette chaîne-là, la transformation intellectuelle et éducative qu'on voit partout, la transformation humaine, et notamment la place des femmes. Qu'est-ce qui se passe très concrètement? On voit un accès à l'alphabétisation universelle. On voit que les femmes accèdent à l'enseignement supérieur. Plus elles font d'études supérieures, plus elles se marient tard. Plus elles se marient tard, plus la fécondité baisse.
plus la fécondité baisse, plus l'organisation de la famille change. Plus l'organisation de la famille change, plus la place traditionnelle, l'organisation du pouvoir, d'une certaine manière, entre les hommes et les femmes, change. Plus les difficultés économiques augmentent, notamment dans les pays pétroliers, plus on a besoin d'un deuxième salaire, qui est le salaire féminin. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde arabe, c'est que les filles sont plus éduquées que leurs pères, et demain, par exemple en Algérie, les femmes vont être plus éduquées que leurs maris. Dans le système anthropologique arabe, qu'on voit très bien, par exemple, avec la règle d'héritage, il n'y a pas de débat en Algérie, il y en a un en Tunisie pour mettre l'égalité entre les filles et les garçons dans l'héritage, c'est une révolution copernicienne. La transformation des sociétés. Et cette révolution, elle est valable partout. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, hein, parce que je vous en ai déjà donné beaucoup trop. Ça, c'est des tableaux qui montrent l'alphabétisation des adultes, des jeunes, des femmes. Il y a encore un retard pour les femmes, mais c'est les femmes âgées. Pour les jeunes, on est à une alphabétisation universelle, on est à 100% à peu près partout. Le Maroc est en retard, et la Libye, en fait, en avance. Les pays socialistes étaient assez bons, en fait, pour éduquer les populations et offrir les soins de base. Donc on le voit en Algérie, on le voit en Égypte, et puis d'ailleurs la Tunisie des années 60 qui était assez socialiste. On voit partout une baisse extraordinairement rapide de la fécondité, une hausse de l'espérance de vie, une baisse de la mortalité infantile qui dit que quand même les systèmes sanitaires se sont beaucoup améliorés, et puis en même temps un accès à ce qui se passe dans le reste du monde par Internet. Le pays le plus caricatural de cette transformation, celui qui est en train de le vivre le plus rapidement, c'est l'Arabie Saoudite. Je passe. L'Arabie Saoudite, est-ce qu'elle est là? Oui, vous voyez, c'est à gauche. 93% d'alphabétisation des adultes, 100% d'alphabétisation des jeunes, 92% d'alphabétisation des femmes. Les jeunes femmes, on est à 99%. Les femmes inscrites dans l'enseignement supérieur, c'est tout l'enseignement supérieur, hein, donc c'est la formation professionnelle, la formation continue, la formation initiale, 60% des femmes. 16%, c'est il y a 20 ans. Une société où on passe de 16% des femmes qui ont accès à l'enseignement supérieur à 60% dans des structures qui sont des structures patriarcales, avec une fécondité qui passe de 6 enfants par femme en 20 ans à 2,7, c'est une société qui est en révolution. Espérance de vie, taux de mortalité, et c'est la caractéristique saoudienne, l'accès à Internet qui est extrêmement élevé, 70%. L'Arabie Saoudite, c'est le pays où le nombre de comptes Facebook par habitant est le plus élevé du monde. Donc les Saoudiens savent tout ce qui se passe dans le monde. Les femmes sont très éduquées. C'est pour ça que la société est en train de changer. C'est pour ça que le futur roi essaye d'accompagner, en tout cas d'encourager le mouvement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des tensions à l'intérieur de l'Arabie Saoudite qui sont phénoménales et qui ne font que commencer. Je passe... Quand on regarde, on voit la catastrophe irakienne, l'impact de la guerre. L'Irak est le seul pays, en gros, qui recule. Hein. Alors que l'Irak était très, très en avance. Donc ça, c'est la réalité démographique. Ensuite, on a essayé de mesurer la stabilité par l'efficacité de l'État, les inégalités sociales, etc. Bon, je vais passer très vite. Quelques éléments quand même globaux au Maghreb. Enfin, au Maghreb, pardon, au monde arabe. Niveau d'inégalité très élevé. Très élevé. Il n'y a que la Chine et le Brésil, en gros, qui font pire. Et d'ailleurs, conscience des élites des inégalités, très très faible. Connaissance des élites du pays, très très faible. Mélange des populations entre les élites et le reste de la population, très très faible. Méconnaissance par les élites des pays de ce qui se passe dans le pays. Cette méconnaissance, elle est très très forte. Le deuxième caractéristique, très 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 forte là pour le coup au Maghreb, c'est que, et c'est la seule région du monde qui a cette caractéristique, plus vous êtes éduqué, plus vous avez de chances d'être au chômage. Enfin, plus vous êtes diplômé, plus vous avez de chances d'être au chômage. Il y a plein de raisons qui expliquent cela. Les diplômes ne sont pas très bons, parce qu'il y a eu la massification de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, et en fait les moyens n'ont pas suivi dans l'enseignement supérieur. Donc on a des catastrophes universitaires partout.
on a aussi des structures économiques qui font qu'on n'a pas besoin de diplômés. Parce qu'on a encore des entreprises qui sont elles-mêmes très inégalitaires, des très petites entreprises en général, qui peuvent être dans des très grands groupes familiaux, mais des entreprises qui ne grossissent pas. Et du coup, on a des actionnaires qui sont souvent les managers, qui sont souvent les dirigeants, et puis après, on a des personnels d'exécution. Mais du coup, la structure microéconomique des entreprises du Maghreb fait qu'en fait, on n'a pas besoin de personnel intermédiaire. Toutes les directions transversales. Et puis, c'est des entreprises qui ne grossissent pas, qui ont énormément de mal à aller à l'étranger, sachant que les administrations, en général, ne les aident pas, au contraire, et même les freinent. Et donc, on se retrouve avec cette situation qui est absolument catastrophique pour les jeunes diplômés, mais aussi pour la stabilité des pays. C'est le cas de la Tunisie. C'est que plus vous êtes éduqué, moins vous avez de chances d'avoir un emploi, et plus vous êtes potentiellement une bombe politique prête à exploser. Parce qu'évidemment, quand vous êtes éduqué et que vous avez le sentiment d'être déclassé, vous ne le supportez pas. Et puis, une troisième caractéristique, c'est le taux d'activité féminin, qui est un des plus bas du monde. Et ça, c'est à peu près également réparti. L'Algérie a une caractéristique, c'est qu'il y a des élites femmes, notamment dans l'administration. Il y en a un petit peu en Tunisie aussi, beaucoup moins au Maroc, très très peu en Égypte, pratiquement pas dans le Golfe. Il y a de la communication qui est faite avec les femmes dirigeantes dans le Golfe, mais il n'y en a pratiquement pas. Et puis, la quatrième caractéristique économique, c'est le niveau de corruption qui est extrêmement élevé. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement bien partagée dans tout le monde arabe. Et avec le niveau de corruption, il y a l'inefficacité des États et l'incapacité à définir l'intérêt général. Enfin, on pourra en reparler, mais ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a pas de débat sur c'est quoi l'intérêt général. Il y a des conflits d'intérêts privés, mais il n'y a pas d'intérêt général. Et le niveau de la corruption, je pense, explique aussi en bonne partie cela. Après, on a regardé la question plus politique. L'idée étant d'essayer de construire un modèle pour savoir ce qui va se passer. Bon, il faut être prudent. On a regardé plus spécifiquement 8 pays en analysant les outils de coercition. Parce que quand vous avez un appareil de répression efficace, en fait, ça fait de la stabilité. Quand il commence à devenir trop efficace jusqu'à être étouffant, ça crée de l'instabilité. Quand vous avez des outils de ralliement efficaces, ça crée de la stabilité. Quand vous ne savez plus, quand vous devenez tellement insupportable à votre population, par exemple avec la corruption, ça crée de l'instabilité. Ça, c'est le cas tunisien. La chute de Ben Ali, ce n'est pas l'absence de démocratie, c'est la corruption familiale. Donc on a regardé ça. Alors je vais passer très vite, notamment sur l'Algérie, parce qu'il faut toujours être prudent. Le Maroc, je vais passer vite aussi. L'Algérie, c'est un cas d'école. Un exemple, l'Algérie, c'est le ralliement. Le ralliement en Algérie, c'est la redistribution de la rente, qui est inefficace, mais c'est la part dans le PIB de la dépense publique qui va vers la prestation sociale. Ça, c'est vraiment une caractéristique algérienne qui n'existe absolument pas au Maroc, absolument pas en Tunisie. L'autre caractéristique algérienne, c'est finalement la stabilité du régime depuis 1962. Mais quand on regarde maintenant ce qui s'est passé, en fait, il n'y a que 3 pays dont le régime politique n'a pas changé depuis, en gros, les indépendances: le Maroc, la Jordanie et puis l'Arabie Saoudite. Je laisse de côté les petits pays du Golfe. Et à mon avis, les 3 pays qui sont les vrais enjeux de la transformation politique, c'est cela. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne se passe pas chez eux ce qui s'est passé dans les autres pays arabes. L'Algérie étant un cas un peu particulier, l'Algérie, il y a eu la décennie noire. D'une certaine manière, le régime finalement n'a pas vraiment changé, mais il y a eu un choc politique absolument colossal. Il n'y a pas eu ce choc au Maroc, il n'y a pas eu ce choc en Jordanie, même si la Jordanie, ça bouge vraiment beaucoup, et il n'a pas encore eu lieu en Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, à cause des transformations sociales et puis de la baisse quand même du prix du pétrole, ce choc va arriver. On ne sait pas très bien comment, on ne sait pas comment le pouvoir va le gérer, mais il va arriver. La Tunisie, c'est pas très facile. L'Égypte non plus. De toute façon, c'est facile pour personne. L'Arabie Saoudite, une des caractéristiques, c'est qu'une façon de gérer les chocs internes, c'est de créer des chocs externes et des outils de ralliement. Donc, on va faire la guerre au Yémen dans un contexte où les femmes, en fait, frappent à la porte des voitures pour dire on a envie de conduire, et puis ça dérange la société saoudienne. Mais aller faire la guerre à l'extérieur, c'est toujours une façon de créer de l'unité sociale.
Ce qui se passe avec le Qatar, ce n'est pas non plus tout à fait étranger à cette transformation saoudienne, je vous dis, hein, qui est extrêmement rapide et qui ressemble en fait énormément à ce qui s'est passé en Iran. L'Iran a 20 ans d'avance, mais quand on regarde les chiffres transformation de la société iranien et saoudien, les chiffres saoudiens, c'est l'Iran il y a 20 ans. Ce qui laisse augurer ce qui peut se passer. Et la Turquie, bon, tentation autoritaire, mais une société qui est très mature, qui ressemble en fait maintenant aux sociétés européennes. Bon, Israël, je passe. Alors, maintenant, très vite, je suis très long, hein, je suis désolé, mais je vais passer. On a regardé la politique française. Et pour regarder la politique française, on l'a comparée avec la politique des autres puissances. On en a pris 8 ou 9. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors, quand on essaye de reconstituer, hein, c'est une reconstitution ex post, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les États-Unis, c'est à peu près lisible, la stratégie. Il y a 2 piliers, soutien d'Israël, soutien des monarchies du Golfe. Il y a une vision stratégique, notamment sous Obama, qui est le shift, le déplacement. L'enjeu stratégique pour les États-Unis, c'est le containment de la nouvelle grande puissance mondiale, les seuls vrais concurrents des États-Unis, c'est-à-dire les Chinois. Et pour ça, il faut redisposer les forces américaines, les enlever autant que possible du Proche-Orient, et puis tourner la page des conflits afghans et irakiens qui sont traumatiques pour les États-Unis, et les redéployer vers la Chine. Et ça donne l'accord avec l'Iran. L'Iran comme stabilisateur de la région. Parce qu'on ne peut pas garder l'Iran comme perturbateur, donc il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Les Russes, c'est un petit peu différent. Les Russes, ils ont des intérêts stratégiques, sécuritaires, économiques qui sont très précis. Les intérêts sécuritaires, c'est l'accès à la Méditerranée. C'est aussi le message, dans le contexte des printemps arabes, ben, nous, vous pouvez compter sur nous, message pour les dictateurs. On ne vous lâchera pas, contrairement aux Français et aux Américains, Ben Ali, Moubarak, etc. Ils ont des intérêts sécuritaires parce qu'ils ont aussi du terrorisme et du wahhabisme dans le Caucase. Donc ça, pour eux, c'est l'étranger proche. Hein. La Syrie, c'est très proche. Et Alep, d'ailleurs, c'était une terre quasiment turco-russe. Et puis, quelques intérêts économiques très précis. Beaucoup d'exportations d'armement dans quelques pays, d'ailleurs, notamment l'Algérie. L'armée algérienne est équipée de matériel russe, et à peu près uniquement de matériel russe. Des contrats d'énergie et puis des céréales. La Russie et l'Ukraine nourrissent le monde arabe. D'ailleurs, le couscous est fait avec du blé russe. Et puis 3 messages, la constance, on n'abandonne pas nos alliés, on est cohérent, c'est-à-dire nos ennemis, ce sont les djihadistes, donc on est avec les ennemis des djihadistes. C'est un raisonnement un peu basique. Du coup, on est avec Bachar, puisque Bachar est contre les djihadistes. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, puisque Bachar a libéré les djihadistes pour pouvoir dire, regardez, moi je suis contre les djihadistes. Et puis, c'est aussi une grande différence avec l'Occident, l'engagement. Les Russes ont mis des troupes, alors des capacités aériennes colossales, quelques troupes au sol, plutôt du renseignement et des services spéciaux. Bon, et ça donne le retour de la Russie dans la région par la Syrie. 4e caractéristique, évidemment, c'est une indifférence totale au sort des populations civiles et aux crimes contre l'humanité. Les Turcs, c'est très intéressant. Les Turcs, il y a 2 moments. Il y a, en gros, jusqu'à 2013, disons, l'arrivée du général Sissi, une stratégie économique d'abord extrêmement agressive. Je pense qu'il y a plein de Turcs qui sont en Algérie, une ouverture de lignes aériennes, etc. Une volonté d'intégration régionale, alors ça, dans la grande Turquie, avec l'idée que les pays arabes sont des partenaires, et puis une vraie stratégie culturelle très forte, l'augmentation des bourses, séries télévisées, les mousselselet turcs qui sont devenues dominantes dans le monde arabe, et l'attraction d'étudiants. Ça, c'est absolument essentiel. Sauf qu'ils se sont quand même très largement, ils ont très largement échoué. D'abord, ils ont misé énormément sur les frères musulmans, et les frères musulmans ont reflué après 2013, en gros. Ils avaient un message, pas d'ennemis avec nos voisins, pas d'ennemis avec nos voisins. Ils sont devenus l'ennemi de tous leurs voisins, les Russes, les Israéliens, les Syriens, alors qu'ils pensaient avoir beaucoup d'influence sur les Syriens. Et aujourd'hui, ils sont obligés de changer de politique. Ils sont en train de normaliser leurs relations avec les Israéliens, avec les Russes, et ils ont besoin de revenir en Syrie à cause du problème kurde. Les Iraniens, c'est aussi un poème. L'Iran, c'est le pays de la complexité. C'est un pays très macronien, vous voyez, parce qu'il y a tout en même temps. Il y a des gens très agressifs et des gens très ouverts. Il y a une société qui s'est incroyablement transformée,
qui est en train de se laïciser par le bas, et en même temps, il y a une élite politique qui est l'héritière des mollahs de la Révolution, qui tient encore le système. Il y a une volonté de puissance externe, et donc c'est l'arc chiite, on va en Irak, en Syrie, au Liban, et on a besoin d'un accès à la Méditerranée. Et en même temps, c'est un sentiment de fragilité très fort, complexe obsidional, on est encerclé par tous ces Arabes qui nous veulent que du mal depuis toujours, et puis en plus, il y a les Pakistanais, on ne sait pas très bien, il y a tout le monde qui a la bombe atomique sauf nous. Donc il y a vraiment cette complexité iranienne. Les Saoudiens, je vous en ai dit quelques mots, on a besoin de créer des ennemis extérieurs. Les frères musulmans, quand on connaît un peu l'histoire de l'Arabie Saoudite et le rôle des frères musulmans, franchement, on rigole, c'est-à-dire que c'est leurs grands ennemis. Les Iraniens, là, il y a un conflit qui est plus ancien. Il y a 3 messages. On est les gardiens de l'islam, ça c'est vraiment absolument essentiel. On veut être un leader régional dans le contexte du désengagement américain. Et puis, on a besoin d'argent, et donc on a essayé de tuer le gaz de schiste américain en baissant les prix, et puis on a échoué. Les Allemands, je passe très vite, je ne sais pas si vous les voyez ici. Alors, ils ont une caractéristique commerciale, c'est qu'ils sont beaucoup dans le Golfe, mais ils n'achètent pas de pétrole au pays du Golfe. Ils leur vendent des Mercedes et des turbines énergétiques. Ils ont développé leurs échanges de façon absolument considérable et ils font de la politique autrement, notamment par rapport aux Français. Ils font de la politique assez peu avec les États, beaucoup avec les sociétés civiles, beaucoup avec l'aide humanitaire, beaucoup avec le soutien bilatéral économique. Donc en gros, ils font du business, ils ne font pas de politique. Les Anglais, ils ont un peu disparu de la région. Et les Chinois, ils essayent de rester le plus loin possible des enjeux politiques, sauf qu'ils sont maintenant tellement engagés économiquement dans le Golfe et sur le pétrole qu'à un moment, ils seront bien obligés de revenir. Les Européens, c'est toujours pareil que les Européens, ils payent et ils n'ont aucun espace, aucun poids politique. Et puis, il y a les Français. Alors, les Français. Bon, je passe sur l'héritage gaulliste. Je passe sur l'histoire, je viens, disons, depuis 2010 ou au tournant des années du printemps arabe. En gros, si on essaye de reconstituer, qu'est-ce qu'on voit? On avait 3 piliers dans la politique. Des intérêts sécuritaires qui étaient plus importants à mesure qu'on se rapprochait du pays arabe. Donc avec le Maghreb, la politique française était d'abord dirigée par la sécurité, peu importait les régimes. Donc on était très proche des régimes autoritaires laïques du Maghreb, très proche de l'Égypte, et puis du coup très proche des pays du Golfe. On a essayé de mettre en avant les arguments économiques avec les pays du Golfe, en s'asseyant un peu sur nos idées politiques, notre vision des droits de l'homme, etc. Et puis quand on n'avait ni intérêt sécuritaire ni intérêt économique, on parlait des droits de l'homme. On était contre l'Iran, on était contre la Syrie, en se disant que tout ça était finalement assez éloigné. Tout ça s'est cassé avec les printemps arabes, et ça explique en bonne partie, en fait, l'incapacité française à anticiper, à comprendre, à se repositionner. Mais c'est pour des bonnes raisons, c'est que la France défend ses intérêts, et ça c'est normal. Aujourd'hui, il faut redéfinir le système d'alliance. Il faut être un peu moins dans le double standard. Donc, ce qu'on accepte des Saoudiens, en fait, pourquoi on ne l'accepterait pas des Iraniens? Ça, on a du mal à le faire comprendre. On a fait la guerre, on a finalement contribué à faire assassiner Kadhafi, mais on ne l'a pas fait avec Assad. Est-ce que Assad est mieux que Kadhafi? On parle des droits de l'homme partout, en Tunisie, c'est formidable, la démocratie, mais enfin, on ne peut pas dire que la démocratie soit installée exactement partout dans la région. Et puis, on n'a pas les moyens de notre discours. On n'a pas les moyens de notre discours sur les droits de l'homme, on n'accueille pas les réfugiés, on n'a pas les moyens de notre discours sur le salafisme. On condamne le salafisme, mais on continue à dialoguer, à faire ami-ami avec les Saoudiens. Et puis enfin, on se trompe de priorité en croyant que l'enjeu il est au Proche-Orient, alors qu'il est au Maghreb. J'ai presque fini, je vous rassure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à notre avis? D'abord, on a besoin d'un discours. Moi, je rêve d'un discours du président de la République, un peu sur le modèle de Barack Obama au Caire, disant la France et le monde arabe ont un destin lié. C'est pas du tout facile à dire quand on est français, responsable politique français. Parce qu'en France, les Français, ils ont plutôt envie d'avoir un destin de plus en plus éloigné du monde arabe. Le terrorisme, l'immigration, l'islamisme, les problèmes dans les banlieues d'intégration, etc. Il n'y a absolument pas l'idée que notre avenir, c'est de se rapprocher du monde arabe. L'idée dominante, c'est que notre avenir, c'est de s'éloigner.
Sauf que l'imbrication est telle, je crois que là on le voit très bien, qu'il faut vivre avec ça. On est content, on n'est pas content, peu importe. Il faut vivre avec ça. Et ça, c'est aussi une forme de réalisme, de nouveau réalisme, sans le cynisme. Après, les intérêts français, c'est quoi? C'est qu'on est dans une région qui est en plein bouleversement, en pleine transformation, on l'a vu, et compte tenu de l'imbrication, la France doit réduire l'incertitude, y compris avec un petit peu de cynisme s'il faut. Elle ne peut pas se permettre de créer des lignes de front nouvelles en déstabilisant des régimes, sachant que les liens sont tellement forts que la déstabilisation d'un régime proche, Maroc, l'Algérie, je ne parle pas de la Tunisie, aurait des conséquences immédiates en France. Elle a aussi deux nouveaux sujets. L'islamisme est un nouveau sujet de la politique arabe. C'est compliqué pour les autorités françaises parce que, en fait, ce n'était pas le champ. Ce n'était pas dans le champ diplomatique. Je parle sous l'autorité des diplomates qui sont ici. Et puis l'islamisme, c'est un sujet extérieur, mais maintenant, c'est un sujet intérieur. Et puis, c'est comment on fait pour régler tout ça. L'islamisme, et puis il y a aussi maintenant, mais ça vient, la question des migrations, et plus des migrations arabes en France, des migrations d'Afrique subsaharienne vers la France qui vont passer vers le monde arabe. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, c'est que la priorité, ça doit être le Maghreb. C'est là où il y a les intérêts vitaux de la France, économiques, humains, idéologiques, identitaires. Et la relation avec le Maghreb, il faut à l'évidence la réinventer. Il faut essayer de sortir du bilatéralisme. C'est très compliqué parce que les pays maghrébins n'aident pas. De certaine manière, le Maghreb n'existe pas. En même temps, la France, quand elle voit ses intérêts, ils ne sont pas seulement bilatéraux, ils sont vraiment régionaux. Puisqu'il y a des questions régionales, l'islamisme, l'immigration, il y a aussi des questions de développement. Et il y a des questions de sécurité. Et il faut pouvoir travailler ensemble. Il y a le Forum 5+5 qui permet de travailler ensemble assez bien sur les questions régaliennes, notamment la question de terrorisme. Mais en fait, on a besoin d'une vision économique. Et pour ça, on a aussi besoin des Espagnols et des Italiens. La France toute seule, sur le plan économique, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est une vision de la Méditerranée occidentale. Et il y a plein de complémentarités. Je prends un exemple, les services. La France vieillit, le Maghreb est jeune. La France le Maghreb a potentiellement une qualité de vie extraordinaire. Le Maghreb enfin la France plutôt, la France, l'Italie, l'Espagne, formait une bonne partie des médecins maghrébins. Le système de santé français est au bord de la faillite, en fait, pour une raison très simple, c'est la démographie, le vieillissement, pas assez d'actifs, etc. Aujourd'hui, on rogne sur les prestations. Demain, il va falloir faire baisser les coûts. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système où les pays du Maghreb vont être des pays où on va soigner des Français, des Anglais, ça commence, sur des pathologies pas forcément très bien soignées en France, tout simplement parce qu'on ne sait plus le faire en France. Et ça, ce serait une façon d'intégrer l'Europe et le Maghreb très nouvelle, avec de la haute valeur ajoutée au Maghreb, mais aussi la logistique, mais aussi du service à basse valeur ajoutée, c'est-à-dire des créations d'emplois potentiels considérables, avec finalement un support technologique de savoir-faire, de connaissances qui est là, puisque les médecins maghrébins ont été formés en France. Et puis les médecins français sont pour une bonne partie maghrébins. Un autre exemple, toujours dans les services, le tourisme. Le tourisme, c'est le premier exportateur de services. Mais demain, il y a les retraités. Que vont faire les retraités européens, qui vont être extraordinairement nombreux? Ils vont vivre de mieux en mieux, de plus en plus longtemps, avec des coûts et des revenus de pension qui vont baisser. Pourquoi? Parce que c'est pareil, on ne sait pas le financer. En fait, il serait bien mieux au Maghreb que dans les banlieues françaises. Les Marocains commencent à l'avoir compris. Quand vous localisez votre pension au Maroc, vous ne payez pas d'impôts. Mais pour ça, il faut des stratégies. Il faut des stratégies étatiques, mais il faut surtout des stratégies de business. Il faut des services adaptés, il faut une logistique adaptée, il faut des services de santé adaptés, il faut des services d'hôtellerie adaptés, il faut des services de résidence longue pour la moitié de l'année adaptés. Vous voyez, il y a un potentiel d'intégration économique qui est absolument considérable et qui repose sur, hier c'était l'anniversaire du 17 octobre, sur l'histoire. Parce que la force du Maghreb, et là pour le coup de la France, c'est que les gens se connaissent. Ils se connaissent extraordinairement bien, même si les élites des deux pays, d'ailleurs, se connaissent de moins en moins et connaissent assez peu leur pays. Mais il y a une proximité culturelle. Cette proximité culturelle, aujourd'hui, on pense que c'est un défi, un conflit culturel. Mais quand on regarde qui s'occupe des retraités en France, c'est plein de Maghrébins, Français d'origine maghrébine. Où allaient, avant les problèmes de terrorisme et de printemps arabe, les Français en vacances? Ils allaient au Maghreb. Donc,
on peut faire de l'histoire et de la complexité d'histoire vraiment un atout pour le développement. Il faut pour ça qu'il n'y ait pas trop de discours politiques sur le passé, qu'on regarde plutôt l'avenir plutôt que le passé. Bon. Et il faut aussi qu'il y ait de la sécurité. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. Mais je vous dis, on revient toujours à la même chose. La stabilité du Maghreb, c'est la stabilité de la France. Et la croissance de la France, compte tenu des liens avec le Maghreb, c'est la croissance du Maghreb. Et puis enfin, sur le Golfe et le Moyen-Orient, moi, je pense qu'il faut revenir à la vieille position française. On est l'intermédiaire, intelligent. On réussit à parler avec tout le monde, les Israéliens, les Palestiniens, les Saoudiens, les Iraniens. On revient à la table des négociations en Syrie en disant que le départ de Bachar el-Assad n'est pas un prérequis, mais c'est plutôt un objectif. Et puis on se réinsère petit à petit. Dominique de Villepin, qui va venir bientôt, je crois, ici, disait que la France, par cette position d'intermédiaire, par son intelligence, par son expérience de la région, pouvait jouer encore en première catégorie. Ben, il faut qu'elle accepte de le faire sans croire qu'elle doit s'aligner sur des positions trop atlantistes ou trop je ne sais pas quoi. C'est vraiment pas son intérêt. Voilà, pardon, j'ai été très long, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments. Merci.